Tout d'abord, merci de nous avoir invités. Notre duo, on a tenté de dire, on l'a déjà répété devant Bruxelles, au moment où on est allé défendre le fonds européen. Nous avons l'habitude, mais pas seulement avec Guillaume et Landez, de travailler en partenariat avec la société civile et donc avec les associations, parce que je pense que l'aide alimentaire n'est pas qu'un problème de gouvernance, de gouvernement, de politique, mais c'est aussi un phénomène de société. Et que sans la société, sans vous, sans le citoyen, cette aide ne pourra pas être mise en œuvre, tant pour la distribution que pour l'accompagnement. Si vous avez, Guillaume, allez-y quand vous voulez, comme vous voulez. Non, je crois que, bonjour à tout le monde, effectivement, je crois que, de manière générale, ça doit impliquer les entreprises, ça doit impliquer les producteurs, ça doit impliquer les scientifiques, voilà, c'est quelque chose de très très large, et qu'on est beaucoup plus intelligent à plusieurs, donc c'est pour ça qu'on se réjouit que vous soyez là ce matin, d'horizons différents. Alors, je suis maître de temps. Alors, l'aide alimentaire, il y a deux façons de l'approcher. La première, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. La situation est telle que les gens ne peuvent plus se nourrir. On s'assied en tailleur, on se met à pleurer, on met la tête sous l'aile. On distribue du grain en poule. Pardon, non, c'est pas ça. Des steaks à qui vous voulez. Ou alors, on se dit oui. C'est fâcheux. C'est très ennuyeux même. Bon, alors on fait quoi? On va profiter de ce moins pour faire un plus. C'est-à-dire qu'on va profiter du fait que les gens n'y arrivent plus jusqu'à ne plus arriver à se nourrir, pour leur dire, allez, venez, on va vous aider, on va faire en sorte que... Et là, on peut créer une dynamique, et de ce phénomène totalement négatif, péjoratif, cataclysmique, on va faire quelque chose de positif, et on va faire un outil d'insertion. Et à la place d'avoir un outil qui descend, on va faire un outil ascendant. Alors l'aide alimentaire, elle a toujours existé, hein, c'est la part du pauvre, voilà, ça a toujours été ça. Elle a été un petit peu inscrite dans le marbre avec la mise en place en 1987 du programme européen d'aide aux plus démunis, vous vous rappelez Jacques Delors et Coluche. 2004, plus de surplus carné en Europe, donc mise en place du programme national d'aide alimentaire, et alors que jusqu'en 2004, seul le ministère de l'Agriculture avait la charge de cette aide, voilà-t-il pas qu'on demande à ce que l'action sociale et le ministère en charge de la lutte contre les exclusions viennent en collaboration et en partenariat avec le ministère de l'Agriculture pour mettre en place et pour mettre en œuvre cette aide alimentaire. Et puis, on travaille beaucoup avec le ministère de l'Agriculture, on se rend compte quand même qu'il y a une aberration. C'est que l'aide alimentaire qui existe depuis la nuit des temps, qui a été entre guillemets officialisée depuis 1987, qui maintenant s'inscrit sur le plan national, n'existe pas. Alors, la Cour des comptes, qui est toujours très vigilante des deniers de l'État, fait un audit et découvre que oui, il y a une justification au premier milliard d'euros. Et fait un certain nombre de recommandations, dont celle de donner un statut et un cadre à l'aide alimentaire. C'est quand même mieux. Et 2010, grâce à la loi de modernisation agricole, enfin l'aide alimentaire a un statut et une définition. Il y a également tout un mode décrit de mise en œuvre de cette aide, qui est donc inscrit tant dans le code rural que dans le code de l'action sociale, pour savoir qui fait quoi ou comment, c'est le minimum aussi. 1 milliard d'euros mis chaque année par l'État, il faut quand même savoir où il va. Enfin, c'est notre argent, hein, c'est pas beaucoup le mien, beaucoup le vôtre. Voilà. Donc, il y a un cadre avec la nécessité d'avoir des habilitations nationales pour les associations d'envergure nationale qui mettent en œuvre l'aide alimentaire, des habilitations régionales pour les associations régionales, et lentement, calmement, posément, en 2012, les arrêtés sont publiés, et en 2013, les premières habilitations
sont réalisées sur le plan national à partir de 2014, les habilitations régionales. Alors aujourd'hui, nous avons 13 associations habilitées sur le plan national. Parmi ces 13, il y en a 7 qui peuvent recourir aux denrées achetées au travers des fonds institutionnels, j'entends par là les fonds européens et les fonds nationaux. Et puis, eh bien, les autres sont clientes, et vous verrez comment. Alors, l'aide alimentaire aujourd'hui, c'est quoi sa définition? C'est de mettre à disposition une alimentation sûre et saine. Donc, bien sûr, par les bras armés du terrain, parce qu'il faut aller jusqu'au fin fond des plus petits villages pour aller voir celui qui a faim, et celui qui est exclu, celui qui est un petit peu en rade. Donc, par le biais des structures associatives, mais aussi des structures institutionnelles, je pense au CCAS. Et ça s'adresse à qui? Ça s'adresse à un public qui a une difficulté financière. De base, c'est toujours ça. Ou une difficulté sanitaire qui va générer une difficulté financière. Et à partir de là, il y a le phénomène de cascade. Un truc idiot, un chômage, un accident de santé, un accident de voiture. Il y a une perte d'emploi, il y a les crédits qui courent, et ça fait boule de neige. Et puis la personne, c'est un être humain, et elle va commencer à déprimer, et toutes les portes sont ouvertes pour la dégringolade. Donc la difficulté financière, oui, la difficulté sociale, la difficulté sanitaire et la difficulté psychologique. Et là, on est dans la pathologie de l'exclusion, puisque j'emploie volontairement ce mot, où on va faire en sorte à cause de la fourchette, essayer de récupérer, d'aider, de soulever, de faire en sorte que la personne, hop, reprenne pied et redémarre. Alors, l'origine des denrées. Le programme européen, je suppose que vous savez tous que le programme européen d'aide aux plus démunis de 1987 va mourir le 31 décembre 2013. Normalement, au 1er janvier, voire éventuellement avant, un nouveau fonds va être mis en place. Je voudrais tout de suite tordre le cou aux rumeurs, fantasmes et autres choses qui disent qu'il n'y aura plus d'argent pour l'aide alimentaire. C'est faux. Il y aura de l'argent, un minimum à hauteur de cette année. Après, on verra. Mais on arrête de dire qu'il n'y aura plus de denrées, on arrête de dire qu'il n'y aura plus de crédit. C'est un besoin. Le gouvernement n'est pas autiste, n'est pas sourd. Ce besoin existe, il est identifié. Nous travaillons, comme auraient dit les enfants, très beaucoup pour que les finances soient à hauteur des besoins, voire éventuellement plus. Bon, j'arriverai sur les rotules de 31, mais j'y arriverai. Très important également, le programme national, qui vient compenser le programme européen, comme je vous l'ai dit. Très important, le don des entreprises et des citoyens. Les entreprises et les agriculteurs sont des partenaires, mais essentiels de l'aide alimentaire. La Cour des comptes avait identifié que sur le milliard d'euros, si 500 millions relevaient des salariés, voire de la valorisation des bénévolats, 500 millions étaient relatifs à l'achat et la mise à disposition de denrées. Or, la part institutionnelle ne représente que 1/5. D'accord? Donc 100 millions. 200 à 300 millions sont les dons des entreprises et des citoyens. Donc vous voyez que la part institutionnelle, oui, elle est symbolique, 1/5. Mais la grosse part, industrie, citoyens, agriculteurs. Les achats des associations sur leurs ressources propres, parce que les associations arrivent à mobiliser des crédits pour certaines qui leur permettent d'acheter des denrées, bien sûr, au travers de marchés publics. C'est le plus économique, ou alors de négociations. Et puis enfin, et très important, il y a les denrées issues des chantiers d'insertion qui proviennent des invendus, des surproductions et qui participent à la lutte contre le gaspillage. L'ensemble de ces denrées, et ça, je pense que depuis 2004, nous
nous sommes tous convaincus et nous y sommes arrivés, sont des denrées qui sont belles, qui sont bonnes et qui sont équilibrées. Alors, Perrine Coulon de la DGAL est là. Sachez que, notamment pour les marchés publics qui nous permettent d'acheter les denrées, nous goûtons tout. Et que l'achat et la négociation de ces marchés publics se fait d'abord sur des tests gustatifs pour 40%, sur des tests nutritionnels pour 40% et pour 20% sur le prix. Donc on étudie l'équilibre nutritionnel de la denrée. Nous testons, je peux vous assurer, quand vous êtes à la 19e crème chocolatée, c'est la seule fois où j'ai été malade, mais j'ai été malade quand même, hein. Mais on les a tous goûtés. J'étais malade après. Mais voilà, donc qu'on ne me dise pas les denrées achetées sont mauvaises, c'est pas vrai, je les ai goûtées. Donc c'est capital ça, le beau, le bon, l'équilibré. Là, ce matin, j'ai beaucoup de chance, je viens de rencontrer le représentant de la Fédération des chasseurs français, et il y a, pour ceux qui sont dans l'aide alimentaire, il y a un certain nombre d'années, nous avions réussi à obtenir du gibier. Ce gibier est un bonheur pour ceux qui recourent à l'aide alimentaire, parce que ils aiment les bonnes choses comme nous tous. Il n'y a pas l'exclu, c'est qui? Mais c'est moi demain matin, c'est vous après-demain. Il n'y a pas de différence entre eux et moi. J'adore le sanglier. On se négocie ça demain matin. Donc voilà, ça c'est capital. Et dès que vous mettez quelque chose de beau, de bon, d'équilibré, la personne, elle se dit, je suis quelqu'un. Quand vous êtes invité et qu'on vous fait une belle table et que vous voyez que la maîtresse de maison a passé des heures pour cuisiner pour vous, vous êtes heureux, ça vous fait plaisir. Mais l'aide alimentaire, c'est pareil. Quand celui qui en a besoin obtient des denrées où il se dit « Waouh, il y a une valorisation », il est à nouveau quelqu'un. Parce que l'exclusion, c'est « je ne suis plus rien ». C'est le déni de soi. Et la première marche, c'est la renarcissification. J'y suis arrivée, je suis très fière de moi. Alors, beau, bon, équilibré. Très bien, on fait parvenir comment? Alors, pour les plus exclus, ben, c'est au travers des maraudes, c'est au travers des repas, c'est au travers de cet aller vers où pendant 20-30 fois, on aura tendu un bol de soupe et la personne ne vous aura pas dit bonjour, vous aura rien dit. Et puis la 21e fois, elle va vous faire un sourire. Ça y est, le poisson est ferré, on est bon, on est sur la bonne piste, on va y arriver. La deuxième fois, elle vous dira merci, enfin la 22e fois. Parce que l'exclusion, c'est arriver à rompre cette espèce de rideau de fer que la personne a mis autour d'elle pour se protéger. La deuxième, ce sont les paniers d'urgence, sans choix. La personne, généralement, j'avais une représentante d'un CCS qui m'a fait beaucoup rire. Elle me dit, ah, nous, les paniers d'urgence, on en a en permanence, parce que généralement, la personne arrive le vendredi soir à 17h59 en disant, voilà, j'ai faim et j'ai rien à manger pour le week-end. On ne lui pose pas de questions, ça suffit. On lui donne son panier, on dit, écoutez, bon appétit, revenez lundi, et on verra comment on s'organise. Le panier d'urgence, il est inconditionnel. La personne arrive quelque part en disant, j'ai faim, d'abord on lui donne à manger, et après on voit. N'oubliez pas que ventre affamé n'a pas d'oreille. Donc d'abord, on commence par panier d'urgence, et après, on voit comment on s'organise pour s'inscrire dans la durée ou pas s'inscrire dans la durée, pour voir qu'est-ce qui est adapté à elle, pas adapté à elle. Et donc après, il y a les paniers avec choix. Parce que comme je vous disais, vous et moi, on va faire nos courses, on choisit. La personne qui est en situation d'exclusion, elle a le droit à ce choix aussi. Je lui revendique son droit de ne pas aimer les courgettes, mais d'adorer les salsifis. Donc, elle va prendre des salsifis et elle va laisser les courgettes. Ou au contraire, elle aime la vanille, elle n'aime pas le chocolat. Ou au contraire, elle a horreur des desserts lactés. Mais elle va préférer les fruits. Donc, laissons ce choix à ce consommateur. Parce que ce n'est pas parce que la personne est en situation de précarité ou d'exclusion qu'il a perdu son entité de consommateur. Et puis, il y a les épiceries solidaires. Et là, je vous passe la parole, Guillaume. Tout le monde commence à connaître aujourd'hui le principe des épiceries solidaires, mais le principe d'épicerie solidaire, c'est essayer de retrouver le statut d'un consommateur dans un magasin. Donc c'est une notion de choix, de libre service,
de participation financière très modeste, globalement, qui est de l'ordre de 10-20% en moyenne du prix réel. Cette notion de participation financière, elle n'est évidemment pas dans un but capitaliste, on va dire, elle est dans un but uniquement de redonner, de pouvoir permettre d'exercer ce qu'on appelle le don et le contre-don. Vous savez, le don et le contre-don, c'est quelque chose, quand vous êtes invité à dîner quelque part le soir, vous réinvitez la personne à dîner, vous amenez un gâteau, une bouteille de vin ou quelque chose pour être quitte dans l'échange. Hein. C'est une notion tout à fait comme ça d'équité. Et quand on est dans un don total, on ne permet pas à la personne qui reçoit le don de pouvoir échanger, de pouvoir s'acquitter et de s'acquitter et du coup il y a un sentiment de redevabilité. Donc la participation financière, c'est pour lisser, c'est pour gommer, soyons très modestes, ce sentiment de redevabilité, pour redonner une notion d'équité dans l'échange. Voilà, les épiceries solidaires, c'est aujourd'hui, en tout cas dans le réseau Andes, quasiment 280 épiceries à peu près partout en France et même dans les DOM, puisqu'il y en a même sur une barque sur le fleuve Mahoni qui sépare la Guyane du Suriname, voilà, sur une pirogue. C'est un endroit où on y vient sur des critères de ressources. C'est globalement des gens qui ont moins de 5 euros par jour et par personne pour manger. Ce sont des gens qui également ont un micro-projet à mener. Et l'économie qu'ils font sur leur budget alimentaire leur permet de mener à bien ce projet. Ça, c'était une notion qui était sortie suite à des lectures du texte de Marcel Mauss, qui rappelait des choses très simples, qui rappelait que plus vos ressources sont fortes, plus la part que vous consacrez à l'alimentation en proportion est faible. Mais paradoxalement, dans l'autre sens, donc évidemment, pas paradoxalement, évidemment dans l'autre sens, plus nos ressources sont faibles, plus la part que l'on consacre à l'alimentation en proportion est forte, alors que des charges fixes comme le loyer, le chauffage, les assurances, elles restent stables, quelle que soit la proportion, reste stable, quels que soient nos revenus. Donc l'idée, c'était de dire, si on permet à des gens de mieux manger et en s'acquittant d'avoir une charge financière moins forte dans les ressources, peut-être qu'on peut arriver à les solvabiliser plus facilement. L'idée d'une épicerie, globalement, c'est que c'est une sorte de CDD. Alors, c'est pas très beau, mais ça parle à tout le monde, l'idée de CDD. C'est-à-dire qu'il y a une date d'entrée et une date de sortie du dispositif. Et cette durée est liée au micro-projet. Prenons un exemple très très simple. Madame a besoin de racheter un frigo qui vaut 150 euros. Elle est aujourd'hui dans la capacité financière d'acheter ce frigo. Mais l'économie qu'elle va engendrer à son passage à l'épicerie va lui permettre d'épargner en gros 30 euros par mois. Donc sa durée d'accès à l'épicerie sera de 5 fois 30, c'est-à-dire 5 mois, sur lequel elle aura épargné 30 euros à chaque mois, donc 150 euros. Et au bout du dispositif, elle va sortir en permettant d'acheter ce frigo. Voilà. Donc il ne s'agit pas d'être dans un système d'incitation à la consommation, c'est pas ça que je voulais dire, bien sûr. C'est pas dans un système de surenchère et surescalade de consommation. C'est plutôt d'essayer de régler des petits problèmes et donner un petit coup de pouce ponctuel qui va être en attendant que la CEDIC prenne son versement, en attendant qu'un dossier de caisse de retraite se mette en route, mais ça peut être aussi simplement redonner du plaisir à manger, à retrouver du lien social, enfin voilà, c'est tout ce qui est autour de ça. Voilà. Les modes de distribution, on l'a vu, on continue. Alors, comment accepte-t-on? Donc je vous ai dit, l'urgence inconditionnelle. Après, ça se fait toujours au travers des associations, au travers des CCAS. Il y a généralement une assistante sociale, soit qui fait l'étude du dossier, qui va orienter après vers une structure associative, soit la structure associative a elle-même ses propres services sociaux. Et donc, la personne va un petit peu exposer dans quelle situation elle est, situation économique elle est, et sociale. Et il va être établi, alors pour les épiceries solidaires, un projet ensemble. Hein, ce projet ne va pas être imposé, il va être fait avec la personne. Soit on va identifier les besoins, parce que le projet, on va essayer déjà de négocier, d'essayer de rembourser les dettes, de reprendre pied. Okay, et bien sûr, l'aide attribuée va être en fonction du nombre de personnes dans le foyer. Alors, cette aide, elle se fait avec ou sans participation financière. Il y a des associations qui ne veulent pas que la personne participe, et d'autres qui estiment qu'au contraire, il faut qu'elle participe. Et nous ne sommes pas encore en capacité de le faire.
Mais, allez, on se dit objectif 2020, nous souhaitons que non seulement on adapte l'aide apportée au nombre de personnes, mais également aux individus. J'entends par là, une famille est composée de 5 personnes. Super, on a un père, une mère, 2 gamins et mamie. Mais la personne âgée de 75 ans, on ne la nourrit pas de la même façon que le garçon de 17 ans. Ni qualitativement, ni quantitativement. Et donc, nous allons être amenés, mais ça, on ne peut pas tout faire en même temps. Hein. Donc, on va être amenés, je vous dis, je pense, d'ici 7 ans, on y arrivera, à adapter cette aide alimentaire au public que nous avons en face. Pour l'instant, on donne une aide alimentaire générique, qui répond aux besoins, mais qui, sur le plan nutritionnel, sur le plan sanitaire, n'est pas adaptée. Pour la personne âgée, il faudra davantage de produits laitiers et de fibres. Pour le garçon, il faudra davantage de féculents et de protéines. C'est tout bête. Ça, c'est scientifiquement démontré. Pour l'instant, on n'y arrive pas. Je ne désespère pas, on va y arriver. Pas laisser pas faire un jour. Alors, qui met en œuvre cette aide? Les associations qui fournissent des denrées, qui distribuent des denrées, qui fournissent et qui distribuent des denrées. J'entends par là. Celles qui distribuent, elles récupèrent des denrées et elles les donnent aux personnes. Super. Celles qui fournissent des denrées, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vont chercher des invendus, vont chercher des dons parce qu'il va y avoir nécessité d'une transformation. En effet, je prends par exemple le poisson, ben, c'est un petit peu difficile. D'abord, la durée de vie est très courte, hein, donc on ne va pas avoir du poisson frais pendant 3 semaines. Il est plus frais, mon poisson. Donc, le traiter, en faire des filets, le congeler, le mettre à disposition, c'est ce que fait la Fédération des paniers de la mer. Idem avec Andes sur les fruits et les légumes. Je vous laisse expliquer. Non. Si, en fait, l'histoire est née en 2007 quand il y a eu la prise de conscience de la suite de l'étude Abena, que vous connaissez tous par cœur, et qui disait, n'est-ce pas Constance, hein, qui disait que seul 1,2% des populations qui ont recours à l'aide alimentaire consommaient les fameux 5 fruits et légumes par jour, qui est le discours de santé publique, message de santé publique. Alors, pourquoi seul 1,2%? On peut chercher toutes les raisons du monde. On peut se dire que les fruits et légumes sont chers. C'est pas uniquement vrai. On peut dire qu'il y a un manque d'habitude, un manque culturel, d'habitude de consommation des fruits et légumes. C'est pas vraiment exact. On peut aussi se dire que les fruits et légumes sont sous-représentés dans l'aide alimentaire parce qu'ils sont compliqués à gérer. Autant il est facile pour une association de récupérer, de gérer des boîtes qui sont données par n'importe quel industriel ou par n'importe quelle enseigne, autant des poires, au bout de 3 jours, elles ne se présentent plus très bien. Et donc, il y a un gros problème de logistique, un problème de gestion de ces produits. Et vous le savez tous, parce que c'est plus ou moins vos métiers, la logistique coûte très cher, et notamment le dernier kilomètre. C'est-à-dire que plus vous massifiez et vous emmenez un camion de lait à Paris, à Marseille, ça coûte en gros 1 ou 2 centimes le litre de lait, je ne sais pas après le prix du transport. Quand vous emmenez un litre de lait de Rungis à Asnières-sur-Seine, c'est-à-dire que vous traversez Paris, là le coût du transport explose. Et donc voilà pourquoi il y a un gros déficit de consommation de ces fruits et légumes chez ces populations qui ont quoi d'alimentaire. C'est des problèmes budgétaires, certes, des problèmes culturels, certes, mais aussi un manque de mise à disposition. Donc en 2007, la DGS à l'époque nous confie une mission qui est de réfléchir à comment capter les fruits et légumes qui sont sur le mine de Rungis et qui sont tous les jours invendus. Ça représente des volumes faramineux pour des raisons totalement parfois ubuesques qui sont, et je vais prendre quelques exemples, alors évidemment je vais prendre les exemples les plus caricaturaux, vous me pardonnerez, mais c'est pour faire bien passer le message. Par exemple, on travaille avec le spécialiste du bio qui livre tous les grands magasins qui sont les magasins qui sont autour de la place de la Madeleine. Vous voyez qui je veux dire, vous les connaissez par cœur. Et là, il y a un tel cahier des charges du fruit et légumes entrant dans le magasin qui fait que si l'abricot n'est pas parfaitement calibré quasiment au centimètre, s'il y a une petite tache parce que le fruit a touché la branche pendant l'été avec le vent, alors tout est écarté. Et c'est des fruits qui sont absolument parfaits, qui sont même bio, si tant est que ça soit encore mieux de livrer du bio, mais voilà, qui vont partir à la poubelle. Ça peut être l'erreur d'aiguillage, c'est-à-dire une palette de salade qui monte de Montélimar et qui devait aller à Lille, puis qui s'est retrouvée à Rungis parce qu'il y a eu une erreur dans le camion.
Et compte tenu du prix intrinsèque de la palette et du produit, personne ne récupère le produit et on va le mettre à la décharge. Ça peut être évidemment les excédents liés à la saison. Les grossistes ont fait le pari qu'il allait pleuvoir et qu'on n'allait pas faire de pique-nique. Puis finalement, il fait très beau et on va tous manger des fraises et des melons à un prochain pique-nique. Et du coup, alors c'est l'inverse plutôt. Ils avaient prévu qu'on allait manger des pique-niques, faire des pique-niques et des fraises et des melons, puis il se met à pleuvoir. C'est plus intelligent dans ce sens-là, Eric, t'as raison, merci. Et du coup, là, trop de stock de fruits et de légumes. Ça peut être évidemment les fruits et légumes qui n'ont pas été vendus parce qu'il y avait une telle offre sur le marché ce jour-là, et qui fait que tout ça est écarté. Jusqu'à présent, tout ça partait à la poubelle, évidemment, et engendrait un système peu vertueux qui faisait que les grossistes payaient une taxe de destruction. Enfin, c'était un peu un enfer. Donc l'idée a été de renverser le problème. Et donc depuis 2008, ce chantier d'insertion qui s'appelle le potager de Marianne, clin d'œil à la République évidemment, remet des gens au travail, des gens qui sont orientés par Pôle emploi, par la mission locale, des gens dont on estime que la distance à l'emploi, c'est-à-dire le temps qu'il leur est nécessaire pour retrouver du travail, est d'au moins 2 ans. Donc c'est ces institutions qui donnent les critères d'éligibilité. Et le travail que nous avons à mettre en place, c'est de leur réapprendre à se lever, à venir travailler, à s'investir dans un boulot, et à trier ces fruits et légumes, à préparer des commandes et à livrer l'ensemble des associations d'aide alimentaire de l'Île-de-France. Donc on est plutôt assez fiers de dire que 32% des fruits et légumes vont aux épiceries solidaires, c'est notre réseau, un peu... Voilà, charité bien ordonnée commence par soi-même, mais 68% vont aux autres. C'est-à-dire qu'on livre, et on a un gros contrat avec les Restos du Cœur, Paris, on livre les banques alimentaires, on livre le SAMU social, on livre le secours juif, le secours islamique, le secours catholique, il y a beaucoup de secours, on livre la Tchorba, on livre, j'en ai sûrement oublié, ils me pardonneront. Voilà, et donc on est bien dans une notion, de mutualisation d'une plateforme qui livre toutes les associations d'aide alimentaire et qui les aide à gérer ce problème logistique. Par exemple, pourquoi les Restos du Cœur sont intéressés de travailler avec nous, par exemple ? Ils n'ont pas attendu pour négocier des grands contrats avec des grands producteurs, avec Pomona, je ne sais pas quoi, sur de l'approvisionnement en grande masse. Et donc, ils vont commander des pommes de terre en grand volume chez Pomona. Par contre, nous, ce qui était la base de départ, c'est qu'on a une offre de 10 fruits et de 10 légumes, et on change ce catalogue tous les mois, et du coup, ça leur permet d'enrichir la proposition de produits sur des petites typologies. Et l'autre intérêt pour eux, c'est qu'ils n'ont plus de problème de stockage, puisqu'on livre en fait tous les jours ou tous les 2 jours à Paris, donc c'est pas besoin de stocker en grande quantité, ils ont des produits toujours frais. Voilà. Alors, comment ça fonctionne à Rungis ? Ça fonctionne avec pour le moment plusieurs flux. Le flux principal, donc, c'est la récupération de produits, donc c'est ces palettes qu'on nous donne tous les jours, pour lequel du coup les grossistes deviennent exonérés de la taxe de destruction. On voyait bien l'intérêt économique que ça engendre, il fallait bien attirer ces grossistes d'une manière ou d'une autre. Et donc tous les jours on trie ces fruits et légumes. On est à un taux cette année de 42% de valorisation, c'est-à-dire que sur ce qu'on nous a donné qui partait à la poubelle, 42% est recyclé et repart dans l'aide alimentaire, ce qui est quand même un outil assez intéressant de lutte contre le gaspillage alimentaire, et c'est pour ça que Andes est pas mal associé sur le plan de Guillaume Garot sur ce sujet-là. Et puis on avait convaincu l'État en disant si on fonctionne que sur la valorisation et la récupération et la valorisation, on va avoir des jours où on aura plein de fruits et légumes, des jours où on n'en aura pas, on aura des jours où il n'y aura que des litchis, le lendemain il n'y aura que du raisin, et le surlendemain il n'y aura rien du tout, et on ne peut pas redonner envie. Et que si on considère que l'important, c'est comme disait le grand philosophe, chanteur belge, suisse ou je sais pas quoi, qui dit qu'il faut donner envie d'avoir envie, si on veut que les gens consomment des fruits et légumes, il faut leur donner envie. Et donc leur donner envie passe par du choix et de la qualité. Donc il faut que vous nous donniez une enveloppe financière qui nous permette d'acheter en subsidiarité, c'est-à-dire quand nous ne récupérons pas sur le marché, on puisse aller acheter ce qui nous manque et d'avoir cette offre stable de 10 fruits et de 10 légumes de saison. Donc voilà comment ça fonctionne. Il y a un flux de produits qui est donné et qui va être reproposé aux associations moyens de petite participation financière liée aux frais logistiques. Alors l'ordre de grandeur, c'est assez simple, c'est 30 centimes le kilo livré à la structure. Vous imaginez que c'est juste ridicule. Mais c'est un chantier d'insertion, donc qui s'inscrit dans ce qu'on appelle l'insertion par activité économique et qui nous oblige à avoir une activité économique. Et de l'autre côté, les fruits et légumes qui ont été achetés en subsidiarité sont proposés avec un coût logistique à 70 centimes, alors qu'en fait rien que l'achat a coûté 1,10 €. Donc vous imaginez que c'est quelque chose qui est pas rentable, mais qui s'inscrit dans une politique publique de comment rendre accessible des fruits et légumes, puisqu'on sait que les gens ne consomment pas. Et puis il y a d'autres voies qui se sont créées par la suite,
Il y a d'abord les politiques de retrait agricole, puisque quand Michel Barnier, Viniflore, ex-François Grimer et la DGAS nous ont confié une étude sur comment on pouvait faire changer le mécanisme de compensation de Bruxelles, il y a aujourd'hui une politique de retrait mieux définie et plus opérante qui permet d'avoir ces politiques de retrait. Alors ces politiques de retrait, c'est quoi? C'est quand par exemple l'été vous avez trop de pêche sur les arbres, et là les offices de production disent stop, ne les mettons pas sur le marché parce que les cours vont s'effondrer, donc on les retire. Mécanisme de compensation européen, jusqu'à présent c'était une somme assez faible, c'était 30% du cours moyen. Aujourd'hui les agriculteurs ont 100% du cours moyen, dans une limite évidemment de pourcentage de production, parce qu'il ne faudrait pas arriver à un cas ridicule où les producteurs produiraient pour jeter, donc pour être indemnisés, ça ne serait pas la logique. Ça s'est déjà vu ailleurs. Et donc, dans un certain pourcentage, ils ont le droit à donner, et donc du coup, ils ont un intérêt financier plus fort, une compensation plus forte. Ça, c'est donc le troisième voie de récupération des produits. Il y a un quatrième voie qui est aujourd'hui une expérimentation que nous menons depuis 2 ans, avec parfois quelques difficultés, qui est d'avoir créé une ferme maraîchère dans l'Orne, où nous-mêmes nous produisons une partie de nos légumes qui étaient les plus consommés à Rungis, et qui est évidemment de nouveau un support d'insertion. Mais on reviendra sur la partie insertion professionnelle après, c'est un petit peu plus, pas plus intéressant, mais ça mérite un focus plus fort sur ce sujet. Donc voilà comment ça se fonctionne. Je dis juste que, alors maintenant ça s'est développé, il y a la même chose à Perpignan, il y a la même chose à Lille, il y a la même chose à Marseille, il y a des projets à Lyon-Corbas ou ailleurs en France, et il y a la même chose, et j'en prends la liberté d'en parler puisque je suis le trésorier national, la même chose sur la Fédération des paniers de la mer, qui est le même principe, c'est-à-dire que c'est des poissons qui étaient à la criée, ne trouvaient pas une offre d'achat, parce qu'il y avait un cours de barrage, je dis n'importe quoi, ou presque n'importe quoi. La sole ne peut pas être vendue si elle est à moins de 3 euros. Si personne n'achète la sole, alors elle est retirée du marché, elle va pour faire des farines animales, mais dans une certaine mesure, un certain pourcentage, assez minime encore, et trop minime encore, elle est compensée là aussi par Bruxelles, par un mécanisme économique et de subvention, et ce poisson nous est confié pour en faire un outil de travail pour des gens en insertion, donc même principe que les fruits et légumes, et pour préparer des darnes ou des filets parfaitement consommables dans des petits blisters un peu comme chez Picard, tout prêt à consommer avec la recette, avec tous les logos qui vont bien de services vétérinaires et compagnie, et qui permettent à des gens en difficulté de consommer du poisson. Et l'étude Abena avait, si je ne m'abuse, je me souviens bien, avait relevé 3 manques forts dans l'alimentation des plus démunis. C'était les fruits et légumes, c'était les poissons, et c'était, dans une autre dimension mais un peu moins forte, les produits laitiers. Donc voilà, ça permet de répondre à cette demande de nourrir des gens convenablement en luttant contre le gaspillage, en mettant des gens au travail, et avec un prix très abordable, puisque globalement le poisson sort à 2 euros le kilo. Quand moi je vois passer des langoustines, des coquilles Saint-Jacques et je sais pas quoi, il me faut beaucoup d'éthique pour pas avoir envie d'en prendre un paquet. Non mais voilà, c'est bien l'intérêt, c'est de redonner du plaisir là aussi. Il est beau le poisson, il est bon. Et il est beau. Voilà. Donc voilà, donc on a vu les associations, n'oubliez pas les CCAS. Alors le public. Mais il n'y a pas de typologie de celui qui recourt à l'aide alimentaire. Ça va du SDF à monsieur tout le monde. À monsieur tout le monde qui va y avoir un bug. Personne n'est à l'abri d'un bug aujourd'hui dans nos sociétés. Il y a quand même des prévalences. On voit un nombre important d'étudiants vivant seuls, avec de gros partenariats avec les Crous, avec les universités, où on demande l'ouverture d'épiceries sociales sur les campus, parce que nos étudiants, ils vont manger des pâtes le matin, des pâtes à midi, des pâtes... Non, pardon, c'est lundi des patates, mardi des patates. Bon, après, le mercredi, c'est les pâtes. Ou alors, ils ne mangent rien du tout. Les travailleurs pauvres, ceux que vous voyez rentrer chez eux quand vous allez travailler, quand nous allons travailler, qui ont ces petits boulots qui ne permettent pas de joindre les deux bouts. Les familles monoparentales, malheureusement très souvent des femmes, et autre public qui nous pose double problème, ce sont les personnes retraitées, qui ont de toutes petites retraites, qui ne sont pas propriétaires, qui ont un gros facteur loyer. Et double problème parce qu'elles ont besoin d'une alimentation adaptée et qu'elles ont toujours été insérées. Et donc, c'est là pas de l'insertion qu'on va faire, c'est de la rupture d'isolement. D'accord ? Alors, quelle dynamique ? Mais il y a la dynamique sociale et puis il y a la dynamique professionnelle. La dynamique sociale, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le lien
par la rencontre. Ce lien, on peut le réaliser, on peut le mettre en œuvre pour tout le monde. Je ne sais pas si vous avez vu ce reportage sur la 2 de ce journaliste qui s'est fait passer pour un SDF à Paris et qui a dit la chose la plus terrible, c'est que je suis devenu transparent. Ben voilà. Au travers d'un bol de soupe, au travers d'une barre de céréales, au travers d'orange, au travers de ce que vous voulez, on va redonner de la matière à cette personne que nous ne voyons plus. Mais c'est aussi dire à ce retraité ou à cette retraitée qui ne s'en sort plus, vous existez, vous avez plein de savoir, vous avez plein de choses, venez nous aider, le valoriser. C'est rompre cette solitude. C'est dire à la mère de famille qui n'en peut plus, venez, on va ensemble faire en sorte, et vous allez voir, vous n'allez plus devenir la maman du gamin qui a des mal habillés, mal fagotés, vous allez devenir la maman qui fait les bons gâteaux, qui fait les bons repas. Arriver à créer ce lien. Donc réapproprier son image. Comment? Par un accueil de qualité. Et les lieux d'accueil de la distribution de l'aide alimentaire sont vraiment essentiels. J'entendais hier qu'on avait des lieux qui n'étaient pas encore chauffés. Je souhaite que les habilitations soit aident, soit tordent le cou à ce type d'action. Certes, on a des besoins, mais ce sont des êtres humains que l'on accueille et auxquels on se met au service. D'accord? Et il ne faut pas l'oublier. Par des denrées valorisantes, c'est ce que je vous disais, du beau, du bon, de l'équilibré. Par une reprise de confiance à partir des savoir-faire. À longueur de journée, le public est en difficulté, on lui dit, vous avez oublié, vous auriez dû, vous auriez pu, vous allez revenir, il faut faire. Bon, et après ça, vous voulez que je sois sûre de moi? Et moi, quand lundi on me dit ça, mardi on me dit ça, mercredi, le jeudi je suis en disant, mais d'abord je suis incapable, deuxièmement je suis une pauvre conne, troisièmement, voilà, fini. Et ce que je fais, je fais l'huître, je me replie sur moi-même, et puis je vais plus commencer à m'habiller correctement, et puis je vais plus faire à manger correctement, et puis je vais plus prendre soin de moi, et puis ma maison elle va être un... Voilà. C'est facile la dégringole et la dégringolade. Et donc, on va lui faire reprendre confiance. Et cette aide alimentaire va pouvoir lui rappeler des souvenirs d'enfance, des goûts, des odeurs. On va essayer de créer des actions sur ces lieux de distribution, où c'est excessivement drôle. Première fois qu'on réunit les gens, on entend voler les mouches et craquer les cajots. C'est extraordinaire. Et puis, la parole va être reprise. Parce que ce savoir, tout le monde l'a en soi. On a tous la recette de mamie, on a tous le souvenir d'enfance, on a tous le... Je sais pas pourquoi maman, elle faisait ça, ou ma grand-mère faisait ça, ou la tante à Jules faisait ça. Et la parole revient, et on valorise ces savoirs. Et la personne se rend compte que oui, c'est vrai, elle a oublié de faire la photocopie du livret de famille, oui, elle a oublié d'apporter l'attestation d'il y a 5 ans, de je sais pas quoi. Mais n'empêche que elle sait faire des bonnes choses. Et que quand elle va apporter sur la table un plat, où ces gamins vont dire « Ouah, maman, c'est bon !» C'est moi qui l'ai fait. Voilà. Ah, ça va nettement mieux. Et alors, elle sera peut-être pas tout à fait désagréable avec la personne qui va lui dire l'après-midi « Vous avez encore oublié !» Mais elle va la regarder avec un gentil sourire en disant « C'est pas grave, je vais revenir. » Ça renvoie à une étude qu'a fait Éric Birlouez il y a 3-4 ans pour nous, je crois, sur une commande de Martin Hirsch à l'époque, qui était sur l'impact de la mise à disposition du fruit et légumes depuis Rungis. Et on avait travaillé avec nos amis des Restos du Cœur pendant 1 an, puisqu'on a essayé de chercher d'être intellectuellement, propre. Et évidemment, on ne consomme pas les mêmes fruits, les mêmes légumes l'été que l'hiver. Les fruits sont plus faciles à consommer, les légumes demandent d'être préparés. Et on avait regardé aussi si le fait que il y a des ateliers de cuisine dans ces structures, était un facilitateur pour la reprise de la consommation. Et effectivement, on avait vu dans cette étude, mais Eric pourrait vous en parler, puis elle est accessible sur notre site internet, je crois, qu'effectivement, plus il y avait un accompagnement qui n'était pas directif, qui n'était pas je te dis ce qu'il faut que tu fasses, mais quelque chose de participatif, plus la reprise de la consommation des fruits et des légumes, je crois que les chiffres c'était multiplié par 2 la consommation des fruits et 30% des légumes, je crois de mémoire, hein, Eric, ou quelque chose de cet ordre-là. Voilà, on voyait que ça avait un impact et que tout ce qui permettait de redonner
l'estime de soi, la reprise en main de ses savoir-faire était quelque chose qui était excessivement productif en termes de reprise de l'alimentation. Et bien sûr, l'ultime étape, c'est la réinscription de la cité. On est un citoyen à part entière, c'est pas parce qu'on a des difficultés à l'instant T qu'on perd son identité, son soi. On existe. Alors, la rencontre, elle est verte. Donc, la première chose, rassurer, répondre aux besoins. C'est pour ça qu'il y a une inconditionnalité du panier d'urgence. Susciter l'échange et donner envie. Donc, en fait, on veut rompre cette barrière que la personne fait pour se protéger. On veut qu'elle se donne le droit de, c'est-à-dire rompre sa négation. J'existe, je suis quelqu'un, et il faut faire en sorte de mettre en valeur cela. Parce que moi, je suis toujours très admirative. Lorsque je vois des familles en difficulté, je me dis, mais comment y arrivent-ils ? J'ai un petit peu d'imagination, mais je pense qu'il faut en avoir beaucoup pour arriver à nourrir une famille lorsqu'on a moins de 2 euros par jour à mettre à table et par personne. Faites le test. Partez un matin, vous êtes 2, 3, vous mettez 4 euros ou 6 euros et vous allez essayer de faire 3 repas pour tout le monde. Faites le test. Et vous verrez que ces gens-là sont extraordinaires. Ils y arrivent bon an, mal an. Mais ils y arrivent quand même. Alors, essayez plusieurs fois, parce que la première fois, vous allez vous vautrer, hein, je vous le dis tout de suite. 4e ou 5e fois, vous y arriverez peut-être. Je fais bien la suivante. À moins que vous ayez des choses à dire. Pardon. Non, mais tout ça, ça rejoint l'idée de je le vaux bien. Hein, oui. C'est je le vaux bien. Ah ben, et ben voilà, allez-y. Non mais l'idée derrière tout ça, c'est qu'on voit bien que tous ces gens qui sont dans un système d'exclusion, quelle que soit la raison pour laquelle ils ont un énorme déficit d'image d'eux-mêmes. Et effectivement, quand vous avez des problèmes d'emploi, de santé, de logement, quand on se grève dessus des financiers, quand vous avez dessus se grève des problèmes de parentalité, on voit bien que son image, elle est mise à mal et qu'il est beaucoup plus facile finalement de donner un Kinder à son gamin. Là, on est sûr d'avoir un sourire que de lui faire une soupe de carottes. Voilà. Et c'est ça la difficulté. Et on peut pas. Et ce qui est surtout important de prendre conscience, c'est qu'on ne peut pas juger ça. On peut pas sortir notre destrier de là où on est en disant mais tu dois manger des soupes de carottes. On est tous d'accord intellectuellement. Sauf qu'il ne faut pas qu'on culpabilise cette personne. Parce que ça ne sert à rien. De la mettre en échec et lui dire t'es un mauvais parent parce que tu ne donnes pas à manger ce qu'il faut à tes enfants, c'est la pire des choses. Donc il faut qu'on arrive à retricoter, à retisser un lien qui est indéfectible, mais qui est très compliqué, qui se fait par le temps, qui se fait avec beaucoup d'énergie, mais surtout sans jugement de valeur sur ce sont ces gens et leur situation. Et que tout ce qui va participer à faire que les gens reprennent du plaisir va contribuer à les renarciser. Donc c'est narcissisme. Oui, c'est ça. Enfin, narcisse, quoi. Ouais, voilà, vous m'avez compris. Donc c'est des belles denrées, bien sûr. On voit bien que nous, on a passé un partenariat avec Simply Market, par exemple, qui est assez amusant. C'est-à-dire que les gens de chez Simply nous ont appris à bien présenter un rayon de fruits et légumes, en mélangeant les couleurs, en l'éclairant, pour le rendre plus appétant. Et c'est ça qui fait qu'on consomme. Alors nous, le but, c'est pas forcément qu'on consomme au sens financier, c'est qu'on consomme au sens de l'alimentation, mais finalement les ressorts sont pas éloignés, quoi. Donc ça, c'est intéressant. Il faut que les lieux soient beaux. Moi, je vois d'épiceries solidaires, sociales qui se créent, qui se mettent dans une tour, dans un quartier stigmatisé de la politique de la ville, qui sont dans une cave, on peut à peine y accéder, il y a juste un soupirail comme fenêtre, il y a 3 boîtes de conserve qui se battent en duel et deux barils de lessive. Enfin, voilà. Et on explique aux gens qu'on est déjà bien gentil de leur donner à manger et qu'ils ne vont pas être difficiles. Voilà, c'est juste terrible, quoi. Il faut absolument sortir de cette notion de cette aide alimentaire qu'on a pratiquée au siècle dernier. Et quand je parle du siècle dernier, c'est peut-être pas 20e, c'est 19e siècle, quoi, qui est vraiment terrible et qui finalement enfonce plus les gens qu'autre chose. Et puis il faut travailler sur
le plaisir, enfin on l'a dit déjà en mélangeant un peu sur les slides, mais la capacité à faire, c'est-à-dire se réapproprier son alimentation. Quand on a fait, nous, le manuel de cuisine populaire, qui a été un beau succès de librairie et un beau succès médiatique, c'était ça l'idée, c'était de dire aux gens, on ne va pas vous redonner des recettes toutes faites, ça n'a pas d'intérêt. C'est pas, enfin, en tout cas, notre vision, c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de vous redonner 6 techniques de base de la soupe, du rôti braisé. La soupe, finalement, vous êtes tous d'accord dans cette salle, sans doute, c'est que c'est des légumes qu'on a épluchés, qu'on a mis dans l'eau à bouillir et qu'on a mixé. Et quelle que soit la provenance de nos légumes, qu'on les ait piqués chez Leclerc, ce qui n'est pas très bien, mais ce qui peut arriver, qui viennent d'un cocagne. Ne répétez pas. Oui, surtout pas Leclerc, pas faire la peine. Qui viennent d'un réseau de cocagne, qui viennent d'un tonton Jules, qui a un potager, qui tous les dimanches dans le coffre vous dit tiens, au moins tu mangeras bien cette semaine, que ça vienne des restos du cœur, d'une épicerie, peu importe. À partir du moment où on a le produit de base et qu'on a la technique, on sait refaire une soupe. Et il ne faut pas croire que la cuisine, c'est un truc qui enferme, où il y aurait simplement une recette essentielle. Il y a 1000 manières de faire une soupe au poireau, et peu importe, l'important c'est que ce soit la vôtre, quoi, hein, voilà. Donc c'est ça qui est intéressant, il faut retrouver ce plaisir de faire, cette simplification, et tout ça, ça contribue à redonner le statut social au sein de l'environnement, alors de sa famille, bien sûr, de ses enfants, hein, mais aussi de ses amis, puisque l'aide alimentaire, souvent, eh bien, comme elle est fractionnée sur des notions de foyer, enfin d'individus dans un foyer, elle ne permet pas de réinviter des gens. Alors on voit bien la difficulté, qu'on ne peut pas nourrir tout le monde et qu'on voit bien le problème. Hein. Mais là aussi, elle nous coupe de l'échange. Donc il faut absolument donner envie d'avoir envie. Décidément, ce grand philosophe chanteur, il aura plané aujourd'hui dans cette salle. Voilà. Je change. Alors, je disais tout à l'heure que j'étais une paresseuse, mais je crois que toute l'action sociale est une paresseuse. Je vais vous expliquer. Lorsqu'une personne vient pour demander de l'aide, que ce soit de l'aide alimentaire, que ce soit du soin, que ce soit ce que vous voulez, on va, entre guillemets, hein, je mets beaucoup de guillemets, profiter du fait qu'elle soit là, pour répondre certes à sa demande, mais pour voir aussi d'autres choses à côté. La personne, et c'est ce que je disais, c'est là où c'est intéressant l'aide alimentaire, parce que c'est pas que de l'aide alimentaire. La personne, elle vient, ça y est, on a réussi à parler avec elle, on a réussi à tisser du lien. Elle commence à s'ouvrir. Et, parce qu'on a parlé, elle dit, oh là là, je prends pas de pommes cette semaine, j'ai un problème dentaire, alors en plus de ça, j'ai paumé ma carte vitale. Il n'y a pas de souci. Acte 1. Nous avons un dentiste qui va pouvoir vous soigner. Plus tard, les prises en charge. Vous avez mal aux dents, vous ne pouvez pas manger de pommes, d'abord on va faire. Et beaucoup d'associations ont tissé des liens avec des professionnels de santé. Je pense au Secours Populaire, je pense au Resto du Cœur, je pense au SAMU Social de Paris, qui vont accompagner la personne, aller vers elle. Parce que, je ne sais pas si vous iriez voir un dentiste que vous ne connaissez pas, à qui on va en plus demander des soins et qui en plus on ne va pas payer. J'y vais pas, moi. J'y vais pas, j'ai peur. J'ai peur du dentiste, j'ai peur de ne pas payer, j'ai peur de... Bon, eh bien si, on va y aller. Parce que ce lien, il s'est créé avec le bénévole ou le salarié qui distribue cette aide alimentaire. Et que grâce à ce lien, eh bien, la personne, elle va. Une fois que la dent est soignée, ou en même temps que la dent est soignée, eh bien, on va reprendre les démarches auprès de la caisse primaire d'assurance maladie. On va faire les photocopies, ça coûte cher les photocopies, pour prouver que oui, on est bien droit et que la carte vitale, je suis désolée, on l'a perdue, etc., etc. Le dentiste qui a accueilli la personne, il y a le soin, pendant ce temps, la carte vitale se fait. Ben ça y est, il va être payé. Il n'y a plus de soucis. Tout va bien. Ah tiens, on mange des pommes. Puis on n'a plus mal aux dents. Et puis, le lien, il s'est renforcé. Et donc, c'est le retour au droit commun. D'accord ? C'est de la réinsertion. Le fait d'avoir eu une réponse à un problème autre que celui pour lequel j'étais venue, n'oubliez pas qu'initialement, je suis venue parce que j'ai faim. Ok. Ben, du coup, on m'a soigné ma dent. J'étais en rupture de mon antihypertenseur. J'ai obtenu mon médicament. J'ai un médecin qui veut bien à nouveau me recevoir.
ça va générer et induire un... Moi aussi, je peux peut-être aider. Parce que le prochain qui doit aller chez le dentiste, ben, c'est moi qui vais l'accompagner parce que je le connais. C'est pas la peine que tu viennes, toi, tu es en train, tu réceptionnes tes denrées. Moi, j'irai l'accompagner. Je le connais, le dentiste, maintenant. Ça y est, j'ai créé la dynamique, je suis dans le circuit. Je suis acteur. De se aider, je suis l'aidant. Oh, j'ai pas tout fini, hein. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais c'est passé. Et puis, ben, on va acquérir des savoirs. Parce que l'aide alimentaire, ça peut être une dynamique professionnelle. Alors, est-ce que maintenant c'est une dynamique professionnelle? Alors oui, moi je suis évidemment convaincu par ça. Mon micro doit être là, je pense, c'est ça. Alors quelques exemples. D'abord, les chantiers d'insertion s'inscrivent dans ce que vous disiez tout à l'heure, la loi sur l'insertion par l'activité économique, qu'on appelle l'IAE. Alors l'IAE, elle est assez large. En gros, il y a 3 grands secteurs. Il y a les chantiers d'insertion. Si vous deviez retenir qu'une idée, c'est que dans un chantier d'insertion, l'activité économique est plafonnée à 30% du budget global. Et 70% vient de subventions, des collectivités, de l'État, des entreprises privées. Pourquoi? Parce qu'on est sur un public qui est très très éloigné de l'emploi et qu'on considère qu'il n'est pas du tout rentable, il n'est pas du tout opérationnel, et que c'est pour ça que la subsidiarité des pouvoirs publics vient compenser le manque ou l'incapacité ou l'inefficacité des gens qui sont dans un processus d'insertion. Vous avez, après le chantier d'insertion, vous avez des entreprises d'insertion. Les entreprises d'insertion, c'est la même chose, sauf que c'est tout le contraire. Donc c'est 70% vient de l'activité économique et 30% vient de subventions publiques, privées. On suppose que le public est beaucoup plus proche de l'emploi, qu'il peut remplir des activités de l'ordre du système économique et qu'il manque juste un tout petit marche pour les lancer entièrement dans le droit commun, et donc la part de subvention est réduite à son minimum. Puis après, vous avez ce qu'on appelle les ETI, qui sont les entreprises temporaires de travail d'insertion, voilà, qui sont finalement la mise à disposition de personnes pour nous, pour les entreprises, quand on fait appel à de l'aide à la personne ou des aides pour le déménagement. Donc voilà un petit peu le cadre de l'insertion par activité économique. Il est très très réglementé. Les chantiers d'insertion ne peuvent être portés que par des associations, alors qu'à l'inverse, les autres sont portés par les entreprises du secteur marchand, URL, SARL, SAS, enfin, ce que vous voulez. Le public, contrairement à ce que j'entends parfois, parce que j'entends là aussi des clichés, on me dit « Ah oui, mais vous avez un bon taux d'insertion parce que vous choisissez vos publics ». Non, non, c'est à chaque fois les pouvoirs publics, c'est-à-dire les services de l'emploi, donc en l'occurrence Pôle emploi, la mission locale, qui donnent une éligibilité, qui disent un tel est éligible ou un tel n'est pas éligible à ce dispositif. Donc là, c'est bien sûr la puissance publique qui définit. Je peux dire un mot sur les chantiers d'insertion, Guillaume. Il y a quelque chose de très important. Certes, il y a l'aspect économique, mais lorsqu'on a envie de créer un chantier d'insertion, la première chose, c'est de voir les débouchés. Tout ça, c'est à cause de Newton, un problème de pomme. Vous allez aller chercher quelqu'un qui n'a pas travaillé depuis 10 ans, en lui disant, écoutez, viens, on va te mettre dans la dynamique et éventuellement te trouver un emploi. Super. Il a la pêche. Il est plein d'espoir. Il travaille pendant 2 ans. Et si au bout de 2 ans, vous n'avez pas d'emploi à lui fournir, ben il va retomber 2 fois plus bas que là où vous l'avez pris. Donc, avant d'ouvrir le chantier d'insertion, vous trouvez les débouchés pour qu'il trouve un emploi. Et si vous n'avez pas ces débouchés-là, surtout, ne prenez pas de gens en insertion. La personne en difficulté, on n'est pas là pour la casser. On est là pour l'insérer. Donc, il vaut mieux ne pas faire que de donner des faux espoirs. Parce que, in fine, la personne, elle sera encore plus mal qu'avant que vous ne l'ayez prise. Et ça, c'est très important. Alors, c'est vrai que, tant pour les paniers de la mer que pour Andes, la barre est importante, puisqu'il y a 75% d'insertion. Il y en a par malheur 74, les 70% de l'État, je peux vous assurer que je les supprime. Parce qu'on n'est pas là pour casser les gens. On est là pour créer des dynamiques. Alors c'est vrai que la loi est mal faite, parce qu'il y a des publics, et j'en parle d'autant plus facilement que je suis toxicologue de métier, qui
Mais pour qui 2 ans n'est pas suffisant. Il faudra 5 ans, il faudra 10 ans pour arriver à réacquérir la possibilité de travailler. Et qu'au jour d'aujourd'hui, les pouvoirs publics sont en train de réfléchir justement à ce type de public que l'on casse. Parce qu'au bout de 2 ans, on le remet dans sa situation de départ. Sauf que pendant 2 ans, il a rêvé. Et que donc pour ces publics très marginalisés, très cassés, un héroïnomane ou un craqueur qui a consommé pendant 15 ans, il va falloir du temps, c'est pas en 2 ans. D'accord? Mais ça, c'est très important. Et c'est ce que font les chantiers d'insertion, dont ceux de Landes. Alors, vous l'avez entendu, 75%, c'est ce qu'on nous demande. La moyenne nationale, c'est 29%. Vous imaginez comme la barre a été Faut assez pas haute savoir. pour nous. Voilà. Donc, ça doit remplir une activité d'utilité sociale. Donc, on est bien d'accord que fournir des fruits et légumes, fournir des poissons est une activité d'utilité sociale qui permet un retour à l'emploi. Donc, moi, je dis toujours qu'on n'est pas des centres aérés pour adultes. On est vraiment dans une vraie entreprise, même si elle a un choix particulier, à travers la remise au travail et la formation. Je crois qu'on est un des premiers ou les premiers à avoir imaginé d'aller taxer notre OPCA, notre collecteur de la formation continue, qui était à l'époque AGFOS PME, qui est maintenant Uniformation parce que la réglementation a changé. Mais AGFOS PME nous a fait un truc extraordinaire, nous a ouvert une ligne de crédit no limite, ce qui est assez rare quand même, en tout cas je ne l'ai pas à ma banque moi personnellement, et ce qui nous a permis de former tous nos salariés avec un montage assez subtil. Vous savez que les salariés en insertion ont un contrat de 26 heures, et au bout de 26 heures ils sortent, ils retournent chez eux. Alors déjà avec 26 heures on ne vit pas vraiment, hein. Déjà avec 35 heures on vit mal, donc 26 heures ça veut dire qu'on les paye en gros 700-800 euros par mois, hein. Donc nous on leur a proposé de faire de la formation au-delà des 26 heures. On leur fait passer ce qu'on appelle des CQP, des certificats de compétences professionnelles. Donc ils sortent avec la licence cariste. Alors ça c'est juste le B.A.-ba, c'est-à-dire que travailler à Rungis sans avoir une licence cariste, oublie tout de suite, hein, ça n'existe pas. Ils ont gestion informatique des stocks et gestes sécurité posture au travail, tout ce qui est autour de la santé, des choses comme ça. Alors ça a plusieurs impacts. Premier impact d'abord, c'est que sur un CV qui est parfois un peu vide, c'est que du coup, d'abord, ça leur donne de l'estime de soi. L'autre jour, j'ai un monsieur qui me voit, il me dit j'ai 52 ans, c'est la première fois que j'ai un diplôme de ma vie. Ça a l'air bête, ça a l'air anodin pour nous, mais c'est juste essentiel pour eux. Donc là, on retrouve l'estime de soi. Deuxièmement, sur l'employabilité, c'est important parce qu'un employeur a besoin de quelqu'un qui ait sa licence de cariste. S'il ne l'a pas, il ne peut même pas l'embaucher, ça ne sert à rien d'avoir le CV. Troisièmement, alors, sur ces 26 heures, donc, ils font de la formation au-delà des 26 heures. Donc, hors du temps de travail, si vous voulez. Donc, normalement, ils ne sont pas rémunérés. Mais nous, on a réussi à monter une arnaque, une belle arnaque. Et on a... Mais alors, ne le dites pas comme ça. Ou alors, amplifiez-le dans ce cas-là, pire. Hein. Exagérez-le. Et en fait, on a demandé des marges arrière à l'organisme de formation, qui, comme il s'est octroyé un très gros volume de formation grâce à nous, puisque tout d'un coup, on est son fournisseur, on est son client, il est notre fournisseur de prestations, il gagne de l'argent. Donc on lui a demandé de nous retroverser une marge arrière sur le volume de formation qu'il avait obtenu, et cette marge arrière nous permet de compenser le salaire que n'aurait pas eu le salarié en insertion en restant au-delà de 26 heures. Vous voyez ce que je veux dire? C'est clair? Voilà, donc c'est un montage en particulier. Plus, voilà, il gagne plus. Il travaille plus, mais il gagne plus. Oh, ça me rappelle quelque chose. Ouais, moi aussi. Donc quelques exemples de chantiers d'insertion. Les jardins de cocagne, évidemment, que vous connaissez tous, qui font des jardins et des potagers et qui vendent en direct des bénéficiaires vendent en direct à des particuliers des paniers de fruits et légumes. Les paniers de la mer, on l'a parlé. Andes, on en a parlé. Et puis il y a d'autres sujets. Il y a plein d'associations qui font... Mais ce que disait Marianne avec... je la connais un peu par provocation et en même temps avec une grande justesse, c'est que le taux de sortie positif, moi, me pose plusieurs questions. D'abord, je ne suis pas sûr qu'il faille parler de taux de sortie. Moi, je pense qu'il faudrait parler de sortie positive, il faudrait parler d'entrée positive. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense alors ça paraît un petit peu excluant et c'est dangereux, évidemment, je comprends, il faut trouver le terme, mais ce que je veux dire par là, c'est que tout le monde n'est pas prêt à aller dans un dispositif d'insertion et que ça ne sert à rien de rentrer quelqu'un qui n'est pas prêt à cela. Voilà, il faut arriver à étager l'offre et la demande pour bien la pointer. Après, ce que je voulais vous témoigner, c'est aussi que, au-delà de cette présentation superbe et bien présentée de notre amie Marianne, c'est que c'est pas si facile. Je vais vous donner un exemple. Nous, on est installés sur les quartiers nord de Marseille. Donc le Mine, il jouxte les cités.
Les cités sur le Ken, je l'ai appris, hein, savez-vous pourquoi il y a des poules dans la rue? Parce que quand je suis arrivé à Marseille, j'ai vu des poules à l'entrée du Migne, dans la cité. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que la poule, c'est le premier animal qui guette. Donc dès qu'il y a quelque chose d'anormal, elle réagit. Donc si elle réagit... Avant, il y avait les oies. Hein, le coq, les oies du Capitole, c'est le même principe. Donc la poule réagit, le coq cocoque, le chien aboie, et la caravane s'arrête, c'est-à-dire que les flics sont sans doute dans le quartier, et donc tout deal s'arrête. Donc vous voyez qu'il y a un système très très organisé. Mais les salariés en insertion qui viennent chez nous, globalement, nous les payons à peu près 800 € par mois, et on leur explique la valeur travail, en gros. Hein. On leur dit, voilà, c'est vachement bien de retravailler, de retrouver du lien social, un statut, et demain la retraite. Et là, ils nous rient au nez, parce qu'ils touchent 400 € par jour au black pour être guetteur. Juste pour être guetteur, pas pour être dealer, juste pour être guetteur. Voilà. Donc en gros, si vous calculez 400 € par jour, multiplié par 5, ça fait 2000 € par semaine, 405, 2000, et ben ça fait 8000 € par mois. Quoi. Donc c'est évidemment beaucoup plus que ce que je gagne, et sans doute ce que vous gagnez aussi. Donc c'est très compliqué de leur expliquer qu'il faut retravailler. C'est très compliqué d'avoir 75% de sorties positives dans un chantier d'insertion. Surtout quand on est dans le quartier nord de Marseille. Voilà. Guillaume est en train de se former au combat de couteau. Ah oui, non mais... Il y a des petits soucis de couteau. Oh, ils ne sont pas au niveau du Kalachnikov, c'est même pas drôle. Il y en a un, l'autre jour il est arrivé avec un couteau, parce qu'il voulait régler sa peau à un de ses collègues, parce qu'il avait pris sa pause un quart d'heure avant l'autre. Voilà. Donc on en est là. Hein. Et il avait fait quand même 6 ans de prison, parce qu'il avait tué son voisin, qui était d'ailleurs pas cher. Donc c'est quand même un peu angoissant. Hein. Quand on a appelé la BAC, elle n'a pas voulu venir parce que c'était chez nous, c'était sur un lieu privé, donc démerdez-vous. Alors là, j'ai appelé le préfet, là, et là, je les ai insultés. J'ai insulté la personne qui s'occupe de la force publique. Et je lui ai dit, voilà, je vous préviens, si vous ne venez pas demain matin dans l'IB, vous êtes bon. Donc ils sont venus quand même. Mais voilà, c'est la complexité de notre boulot. Hein. C'est qu'on est sur des publics qui sont fragiles, pour qui tout peut partir sur un moindre regard et une moindre allumette. La petite histoire, juste pour rire, c'est que monsieur il s'appelait Caïd. Voilà, mais ça ne s'invente pas. Bon, l'exemple d'Andès, on vous l'a expliqué, on ne va pas revenir dessus. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu Abena 2, qui est sorti cette année. Et la bonne nouvelle, c'est que, hasard ou coïncidence, comme dirait Lelouch, mais non, je pense que c'est pas ni du hasard ni de la coïncidence, les taux de consommation de fruits et légumes sont plutôt autour de 6%, c'est ça, je crois, aujourd'hui. Augmenté. Et comme on est sur ces périmètres géographiques, on espère, on a l'outrecuidance de penser qu'on y est pour quelque chose, donc c'est plutôt bon signe. Voilà. Alors que ces salariés de l'insertion, on a dit d'où ils venaient. Ils venaient de Pôle emploi, des missions locales, d'associations partenaires. Leur éligibilité correspond à une ancienneté, je vous l'ai dit. Alors là, c'est assez intéressant, je voudrais faire une petite parenthèse. Si demain, l'un d'entre nous, je me mets dans le tas évidemment, devait perdre son emploi et se retrouver à Pôle emploi, la première chose que fait le conseiller quand il nous reçoit, c'est d'estimer ce qu'on appelle la distance à l'emploi. C'est-à-dire c'est le temps qu'il nous faut dans un calcul de scoring, de je ne sais pas quoi, qui va faire qu'on va normalement rebasculer dans le monde du travail. Donc le public que nous accueillons, je vous l'ai dit, et c'est marqué, c'est minimum 2 ans. C'est des gens qui sont au moins, il leur faut au moins 2 ans de traversée avant d'arriver chez nous. Marianne Storojenko, vous l'avez compris, si demain elle travaille son travail, elle a un tel réseau, un tel bagou, une telle expérience, que dans 3 mois, elle est déjà retrouvée, elle est déjà nouveau directrice de je ne sais pas quoi, et on va juste lui mettre un petit moment de coaching pour la remotiver, parce qu'évidemment, elle a pris un petit coup sur les oreilles d'être licenciée, mais voilà, dans 3 mois, elle a retrouvé du boulot, Eric, 15 jours après, il a retrouvé du boulot, enfin, tout va bien, hein, voilà, c'est pas... Alors, anecdote, c'est juste pour vous faire sourire, mais pour vous expliquer que nous, on a travaillé avec McKinsey, que vous connaissez, qui est ce grand groupe mondial de conseil d'entreprise, et qui nous a fait une étude pro bono, donc ça veut dire gratuite, très intéressante. Et ils ont été regarder quel était le coût d'Andes pour la collectivité, c'est-à-dire pour nous, hein, citoyens, contributeurs aux impôts, par rapport à la charge que ça représentait versus le retour à l'emploi. Et donc, ils ont calculé de manière très financière et technique de dire, sur une masse critique, il faut qu'il y ait au moins un certain nombre d'emplois d'insertion, c'est-à-dire en gros, il faut qu'il y en ait au moins 15 sur le même endroit. Sachant que nos salariés, à peu près 70%, retrouvent du travail, et en moyenne chez nous, retrouvent du travail au bout de 9 mois, vous avez tout de suite compris qu'ils étaient prévus pour 24 mois, au bout de 9 mois, ils ont retrouvé du boulot, donc nous avons fait collectivement 15 mois d'économie. 15 mois d'économie sur lesquels les gens se sont réinsérés dans la société, donc du coup sont devenus des consommateurs,
Donc ils ont pu repayer des impôts, ils ont pu de nouveau reconsommer en achetant des produits de tout style manufacturé. Ils sont sortis des cadres, évidemment, des listes de Pôle emploi. Voilà. Donc c'est assez intéressant parce que, évidemment, jusqu'à présent, j'y allais avec mes petits bras et ma force de persuasion en disant regardez, c'est super intéressant ce qu'on fait. Alors il y avait ceux qui avaient la gentillesse de dire oui, c'est vrai, c'est pas idiot. L'autre qui disait il est gentil ce garçon, mais il y croit trop, mais il y a que lui qui y croit. Là, ce qui est intéressant, c'est quand on arrive à avoir des regards d'experts extérieurs, je pense donc à Eric sur les fruits et légumes, mais je pense à McKinsey, ou je pense aujourd'hui avec l'étude qui a été financée par le Fonds français d'alimentation sur la consommation des fruits et légumes en Poitou-Charentes, sur un nouveau dispositif qu'on a mis en place. Voilà, c'est intéressant quand il y a un regard extérieur qui arrive à labelliser, à modéliser et à dire regardez l'intérêt économique. Et je crois que toutes les associations aujourd'hui, dans la réfaction des crédits publics, dans le paysage dans lequel aujourd'hui on est, la seule solution c'est d'arriver à la mesure d'impact, même si c'est difficile de tout mesurer financièrement, mais je pense que c'est la voie de sortie, parce qu'un jour, les pouvoirs publics, les élus seront sans doute obligés de dire quand je mets 1 euro, où est-ce que ça me rapporte le plus, où est-ce que ça me coûte le moins cher. Donc c'est la seule solution. Alors, où est-ce que vont nos salariés? Je ne sais pas si on en parle. Alors ça, je vous l'ai déjà raconté, hein. Les mines, voilà, les salariés, il y en a 90 maintenant, le CQP, je vous l'ai dit. Pour qui? Ça, je l'ai déjà dit aussi, hein, l'ensemble des associations. J'espère que j'ai oublié personne. Alors, le taux de retour à l'emploi minima, c'est 70%. À Perpignan, on est à 94%. Là, je ne vous raconte pas, la directe, elle est venue chez nous, elle a dit vous devez tricher. On dit non, parce que c'est vos publics, c'est vous qui suivez, donc c'est vous qui mesurez, donc c'est pas possible. Alors là, on est sur un retour à l'emploi un peu plus long. Les gens passent presque 1 an chez nous. Enfin, c'est pas quand même grand-chose. Avec, et c'est très amusant, des méthodes de coaching complètement différentes. À Rungis, le responsable chantier d'insertion ne mélange pas le travail et les chantiers d'insertion. C'est-à-dire qu'il ne mange pas avec les équipes, il scinde les choses, c'est très cloisonné. À Perpignan, notre jeune homme, parce que c'est un jeune homme, il a 24 ans, qui dirige le site de Perpignan, on l'a embauché, il était presque bébé encore. Eh bien, lui, le week-end, il emmène les gens. Ils emmènent à la plage, ils emmènent faire la randonnée en montagne, ils emmènent faire du ski. Et lundi matin, il reprend son poste, il est le chef, et personne ne discute, et c'est assez extraordinaire. Et vous voyez que quoi, il n'y a pas de règles, chacun fait comme il peut. Le taux de valorisation, je vous l'ai donné, c'est 42%. C'est 1325 tonnes de fruits et légumes qui ont été livrés à 187 structures. Et j'avais pris pour mémoire de parler des ateliers d'Eric, je l'ai déjà parlé, de tout ce qui était autour des ateliers de cuisine. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Moi, je voudrais juste prendre 2 minutes pour vous parler d'un programme que j'aime beaucoup, qui s'appelle Unitaire. Alors, il n'est pas dans la slide. À l'école, on m'avait appris un truc qui s'appelait moins par moins, ça fait plus. C'est un truc que j'ai toujours eu beaucoup de mal avec cette idée-là. En plus, moi, j'étais plus passionné par les chevaux que par les maths, donc j'avais vraiment du mal. Et j'ai eu la chance de pouvoir l'appliquer dans la vie, et je trouve ça un très beau projet. Alors, comment ça se passe concrètement? Sur un territoire expérimental qui était le Poitou-Charentes, puis maintenant on le développe en Aquitaine, on l'a développé c'est fait en Aquitaine, maintenant on le développe en Midi-Pyrénées, on est sur la Bourgogne, le Lyonnais et la Normandie. Comment ça se passe? Sur un petit territoire, c'est-à-dire 100 km à la ronde, on additionne les besoins d'approvisionnement des épiceries solidaires sur un quartier, sur un territoire. Donc on va prendre 3 épiceries, vous êtes 3 épiceries, et Perrine, elle dit, moi pour mon épicerie cette année, j'ai besoin de 100 kg de tomates pour nourrir les gens. Très bien, parfait, parfait. Vous, madame, vous dites, moi j'ai une plus grosse épicerie, j'ai besoin de 300 kg. Très bien, ça fait 300 et 100, 400, et vous dites, j'ai besoin de 600. Parfait. Donc ça fait 1 tonne de tomates. Et une fois qu'on a défini ce besoin d'approvisionnement, on va voir les agriculteurs. Et donc, on va voir toute cette brochette d'agriculteurs qui sont devant nous. On leur dit, est-ce que vous êtes capable de faire des tomates à l'année pour les épiceries solidaires? Alors, le premier, il dit, moi, je peux en faire que 50 kilos. Il dit, mais c'est pas un problème, c'est très bien, bravo, vous faites 50 kilos. Vous vous dites, moi, je suis mieux occupé, je peux en faire 300. Parfait, 350, 50, 400, et puis vous allez vous répartir ce qui reste avec des bons en maths, je suis pas très bon. En gros, vous êtes capable de faire 1 tonne de tomates. Donc, on a matché le besoin et la capacité de production. Une fois qu'on a fait ça, on a essayé de définir le juste prix de la tomate. Alors ça, je ne vous raconte pas, parce qu'il y a des fantasmes partout, sur quel est le prix des fruits et légumes, et est-ce que c'est méchant, des enseignes, qui ceci, qui cela, qu'est-ce qui s'en met plein les poches, on a droit à tous les débats. Mais grâce au ministère de l'Agriculture, il y a quand même des critères de référence et des marchés, et on a à peu près une qualité de perception du prix de la tomate. Alors, qui sont les agriculteurs? Les épiceries, on voit bien que c'est facile à déterminer. Qui sont ces agriculteurs? Alors là, on a fait un tour de table assez expérimental, là aussi, mais on n'a même pas peur à l'Andes. On a réuni les chambres d'agriculture, facile, la MSA, rien d'extraordinaire, la Confédération paysanne et la FNSEA. Là, ça devient plus drôle, il faut parfois juste un petit fouet pour les faire sauter d'un truc à l'autre, mais ça marche, ça marche. Et ils définissent avec nous sur un cahier des charges. Le cahier des charges, il faut que ce soit des jeunes maraîchers qui s'installent,
ou des maraîchers installés depuis très longtemps, mais qui sont en déficit chronique, qui vont fermer, qui sont à bout de souffle, qui ne payent plus les charges sociales à MSA, qui ne payent plus les crédits au Crédit Agricole, choses comme ça. D'accord ? Bref, ceux qui sont en passe de devenir des exclus. Donc, moins, c'était... Et des ressorteurs, enfin des demandeurs d'aide alimentaire. Oui, même parfois, c'est des gens qui vont au Resto du Cœur pour manger, ce qui est juste aberrant. C'est-à-dire, c'est des gens qui nourrissent, mais qui n'y arrivent pas à se nourrir. Donc, on a un groupe moins, excusez-moi, mais vous représentez le groupe moins, les gens qui vont des épiceries, et on a un groupe moins, les agriculteurs qui ne vont pas très bien. Après, on va voir la puissance publique. Alors, la puissance publique, c'est les DRAF, merci les DRAF, délégation de l'agriculture en région. On va voir les ARS, parfois. On va voir les conseils régionaux, les conseils généraux, les comités d'agglo, c'est ça. Et on leur dit, voilà, vous allez financer un programme expérimental sur lequel vous allez financer 70% du juste prix. Et l'épicerie, elle va acheter 30%. Donc, l'agriculteur, il a bien 100% de son chiffre d'affaires, de son coût. Et il a un programme pendant 2 ans. Donc il sait que pendant 2 ans, il est sûr d'avoir un minimum acquis de recettes. Et il va être incité à ne pas surproduire, il ne va pas faire de gaspillage alimentaire, il a juste le besoin, il va produire un petit peu plus pour éviter. Nous, on a embauché un coordinateur qui va être un ancien agriculteur, qui lui-même en général est au chômage, et qui joue le rôle un peu du grand frère, donc il va les conseiller. On a emmené avec nous le GNIS, qui est le groupement national interprofessionnel des céréales, si je ne me trompe pas. Des semences, merci, je savais bien que quelqu'un allait suivre, c'était pour voir. Et donc qui nous donne les semences et qui en même temps nous aide à solvabiliser ces agriculteurs, notamment en leur demandant de produire eux-mêmes des graines pour que le GNIS rachète. Vous voyez, c'est très très vertueux. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pendant cette production? On emmène les gens des épiceries à la ferme. Et on va rencontrer Albert, Erika, Catherine et François qui font des légumes. On comprend que c'est un métier compliqué, qu'effectivement, s'il pleut, s'il fait froid, ça a une incidence sur la production, donc sur le coût, enfin sur tout ce qu'on fait. Grâce au Fonds français pour l'alimentation, on a travaillé avec des chercheurs pendant 3 ans, avec l'INSERM, avec Sciences Po Bordeaux, avec le centre Durkheim, enfin il y en a une liste pas possible, je suis même étonné qu'on ait drainé autant de monde autour de nous. Et on évalue le comportement alimentaire des gens. Alors moi j'ai déjà la réponse, je ne veux pas faire d'appel au Fonds français, mais c'est évident qu'on va avoir modifié le comportement des gens. Alors, si on donne des choses de qualité, on leur redonne envie de manger, qu'on leur explique des choses, forcément les gens vont consommer. Ce qui est intéressant, c'est de voir dans quelle mesure, quel impact ça a, mais ça sera forcément bénéfique. Alors, et voilà comment ça fonctionne. Et du coup, vous voyez qu'on a fait des groupes moindres, on a fait une force. Alors vous allez me dire, votre projet il est très beau, c'est une vision sur le papier, vous êtes sympa, vous l'expliquez bien, mais vous êtes hyper subventionné. Donc qu'est-ce qui se passe une fois que tout le monde se retire? Alors d'abord, arrêtons les clichés, tout le monde est subventionné en France. Si demain, moi j'installe une usine à Mâcon, je suis sûr que le ministre du redressement productif va me subventionner, surtout si c'est à Mâcon, c'est pas loin de chez lui. L'automobile est subventionnée, les banques sont subventionnées, et l'agriculture, j'en parle pas, elles sont subventionnées. Bon, mais ceci étant dit, allons plus loin. Donc là, on s'est dit, mettons-nous en mouvement avec nos partenaires du monde privé. Et on a, ça tombe bien, 2 gros partenaires du monde privé. On a le groupe Sodexo et on a Simply Market. Et on a été les voir en disant, voilà, Sodexo, quand vous voulez gagner l'appel à projet, l'appel d'offres de la cuisine de Poitiers, l'élu local qui est en charge de l'appel d'offres, évidemment, lui, il est sensible à la demande des parents que nous sommes. Et pour nos petites têtes blondes, il aimerait bien qu'il y ait du bio, qu'il y ait du local, parce qu'il y a une volonté d'aller vers ces sujets-là. Sauf que Sodexo a 3 fournisseurs en France. Pomona, les autres je les ai oubliés, je ne fais pas la pub pour Pomona, mais j'ai oublié les autres. Mais voilà. Donc il y a 3 fournisseurs pour tout massifier, pour réduire les coûts. Donc Sodexo est incapable d'identifier François, producteur de tomates à Poitiers, à 5 km de la mairie. Et nous, on a fait le plus beau métier du monde, qui s'appelle marieur. C'est-à-dire que par petites touches, on met en contact Sodexo en disant, voilà, regardez, on va vous fournir l'adresse du fournisseur de tomates à côté de Poitiers. Donc, dans votre appel d'offres, vous allez dire, bon, voilà, pour massifier, pour faire une économie, on a tout organisé comme ça, mais on est capable de mettre, dans les fameux 20% de bio dans les cantines scolaires, on est capable de vous faire rentrer dans le processus un producteur local. Alors, Sodexo ne savait pas le chercher, ne savait pas le trouver, donc Sodexo est content, mais l'agriculteur, lui, toute la journée les mains dans la terre, il était incapable de se projeter qu'un jour il serait fournisseur pour Sodexo. Il n'y savait pas. Donc du coup, vous voyez qu'on arrive à sortir des gens d'un modèle subventionné vers un modèle économique classique. Simply Market est en train d'envisager de créer non pas la gondole des produits de chez nous, parce que ça se fait déjà 1000 fois, ça existe partout, mais les produits de chez nous, de chez François, et qui peuvent être pas calibrés, mais quand vous les prenez, vous êtes dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. C'est-à-dire qu'en refusant, en acceptant d'acheter des produits qui ne sont pas forcément totalement normés dans
dans les calibres, c'est le mot que je cherchais, merci, vous êtes aussi un acteur local de lutte contre le gaspillage et de soutien à une filière locale. Et vous voyez que ce projet, alors il a été cité comme exemple au Parlement européen là, il n'y a pas très longtemps, en janvier, comme un exemple français. Et vous voyez qu'une fois de plus, et c'est toute la stratégie d'Andes, c'est de dire n'opposons pas les genres. Il n'y a pas d'un côté les vilains capitalistes qui seraient que des méchants, il n'y a pas uniquement l'État qui serait une vache à lait sur laquelle on peut tirer ad vitam aeternam. Il n'y aurait pas. On n'a rien contre les vaches. Hein. Non, mais surtout ici, ouais. Il y a des belles vaches en plus. Mais et les associations ne sont pas uniquement des gens incompétents qui fument des joints, qui sont incapables d'être professionnels et qui sont incapables d'être dans la réalité économique. Voilà. Donc c'est l'alliance de tout ça qui fait qu'on arrive à faire des projets qui ont du sens et sur lesquels, si après on arrive à les faire appuyer par un saut un peu qui prend de la hauteur et scientifique, on a tout intérêt à gagner ce genre de projet. Voilà un petit peu la logique dans laquelle on s'inscrit et qui, là aussi, fait de l'insertion, d'une autre manière. Merci. Merci.